Alors le thème, hein, quand même, c'était l'environnement de l'enfant, hein, PE, cosmétiques, tabac, etc. Bon, voilà. Donc l'état de santé de la Terre, et quand on regarde de près, eh bien voilà. Comment voulez-vous protéger nos petits bouts de chou, hein, quand on vit, là vous avez le smog là autour d'une grande ville américaine, on a la même chose sur Paris, il y a les océans de plastique, là c'est un pélican, c'est pas une photo montée, c'est un pélican qui a pris un bouchon de plastique pour comment dirais-je, pour un poisson. In fine, un goéland sur les plages normandes, voilà. Et puis, très récemment, là en 2022, très belle publication où on a retrouvé des microparticules de plastique dans des foies humains cirrhotiques avec des particules inférieures à 10 micromètres. Donc ça vous rassure, la pollution elle est partout. Je rajoute à cela, vous avez vu que dernièrement, depuis Noël, là, on a retrouvé dans de l'eau en bouteille des particules de plastique. Hein, dans de l'eau en bouteille, je ne donnerai pas les noms, mais c'est à mon avis, ça doit être tout le monde. Alors tout ça, ça nous pose la question de l'exposome. Vous avez vu que, comment dirais-je, Jean-Pierre Goulet a parlé de l'exposome. Je suis très heureux que l'Académie de médecine s'intéresse à ça. C'est une riche et belle évolution. Différentes approches de la santé publique, on va en parler. Alors vous voyez, normalement, classiquement, la santé publique traditionnelle, eh bien, il y avait l'humain, il y avait l'environnement et puis il y avait quelques facteurs de risque. Là, c'était comme ça. Et puis, la santé publique écologique, entre guillemets, vous voyez, l'humain, l'environnement, les facteurs de risque et les externalités. Voilà. Et maintenant, on arrive à la santé environnementale où tout est lié. Une fois de plus, on n'est plus dans des cases, tout est en interrelation, tout est tissé ensemble. Et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'on n'est pas habitué à penser le complexe. Et pour ça, je vous invite à lire pendant vos prochaines vacances cet été les textes de comment dirais-je, sur la complexité. Ça va être très intéressant. Alors, les pathologies environnementales, elles existent parce que je vous ai dit ce matin que les pathologies chroniques, c'était une termination de grand-papa. Hein. Maintenant, il faut parler de pathologies environnementales. Eh bien, elles sont dues à l'environnement biologique, au comportement, à l'environnement physique, à l'environnement chimique, à l'environnement socio-anthropologique et à l'environnement cognitif. Alors, tous ces environnements, en fait, ce sont des types d'exposomes particuliers. En biologique, on est exposé aux bactéries, aux virus, aux parasites. Voilà. L'exposome chimique, c'est tous les perturbateurs endocriniens, les xénobiotiques dont on a parlé. Environnement physique, vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique, etc. etc. L'environnement socio-anthropologique, vous m'accorderez qu'on ne fait pas les mêmes pathologies dans un hôtel particulier du 16e ou à Soweto ou aux États-Unis dans le Bronx. Hein, et puis l'environnement cognitif, c'est par quels moyens on appréhende notre environnement. Un papou de Nouvelle-Guinée n'a pas la même conscience de son environnement que nous, pas le même regard. Hein, et donc ça c'est important. Et nous, notre environnement cognitif, il est pollué par la publicité, par le manque d'information, le manque de formation. Quand même, rendez-vous compte que pour faire un médecin, il faut 9 années maintenant, et il n'y a pas 1 heure de médecine environnementale. Les jeunes internes qui sortent, ils n'ont jamais entendu parler sérieusement des perturbateurs endocriniens. Donc, vous voyez, il y a des failles dans le système qui sont colossales. Et puis, in fine, eh bien, notre comportement, il va être la résultante du mélange de tous les autres. En fonction de tous les autres, eh ben, on va avoir un comportement particulier. Hein. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que peuvent avoir nos patients quand on les a en face de nous. Alors, 2 choses importantes, bien différenciées, j'avais évoqué ça rapidement, les pollutions connues et choisies, tabac, alcool, drogue, malbouffe, et les pollutions inconnues et subies, c'est-à-dire tous les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, quand on dit les faces, c'est dangereux, oui, mais regardez, les gens aussi, ils fument. Ça n'a strictement rien à voir, c'est des rapprochements qui n'ont pas de sens. Les gens, ils ont le droit de fumer, mais quand ils fument, ils savent qu'ils risquent d'avoir un cancer du larynx, etc., etc., et ils prennent le risque.
dont acte, ils ont le droit. Mais par contre, quand ils avalent des bisphénols F et S, quand ils donnent leur biberon en plastique à leur petit bout de chou, eh bien, ils ne le savent pas. Et tous ceux qui ont des jeans, là, eh bien, ils ne savent pas qu'ils ont bénéficié d'une centaine de molécules toxiques si jamais ils ne les ont pas bien lavés avant de les mettre. Donc ça, c'est important. Alors, les perturbateurs endocriniens, bon, on va faire le tour quand même, rapide. Les pesticides qui génèrent Parkinson, troubles neurologiques, etc. Vous savez que le Parkinson fait partie des cancers de la prostate, ça fait partie des pathologies professionnelles pour les agriculteurs. Hein. Il y a la SLA qui est dans les cartons, etc., etc. Le formaldéhyde, cancer, asthme, les bisphénols, cancer, obésité, maladie cardiovasculaire, ça rejoint ma réflexion là, sur les polluants obésogènes, hein, les bisphénols, ça en est. Voilà, les composés perfluorés, ce qu'on appelle les FAS maintenant, mais ça fait 30 ans qu'ils sont sur la planète, hein, ce n'est pas une nouveauté. Voilà, les parabènes, les phényloxyéthanol, on verra ça dans les cosmétiques tout à l'heure, si j'ai le temps. Et puis les lingettes de toilette, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le Covid, on s'était aperçu qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dans les Tampax pour les femmes, hein, et dans les serviettes hygiéniques, etc. On en a partout, les alkylphénols, lingettes jetables, les cosmétiques, les emballages plastiques, et puis les phtalates. Donc, nos enfants, ils sont entourés de tout ça. Donc, pour les mettre à l'abri, il faut le savoir. Et en fonction de notre connaissance, eh bien, on peut améliorer les choses. Hein. Là, on parle du vernis à ongles pour les jeunes filles. Le nombre de petites filles qu'on voit avec du vernis à ongles à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Sans penser à celles qui sont plus grandes, à qui on met des ongles artificiels, et qui sont aussi des catastrophes pas possibles, puisque vous savez que les extrémités, c'est très vascularisé. Quand on ponce les ongles, avant de mettre de la colle et de mettre un faux ongle, on transmet illico presto des produits chimiques et des perturbateurs endocriniens. Bref, vous voyez que c'est compliqué de faire ça. Et puis les particularités toxicologiques, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a déjà vu depuis ce matin, c'est que ce qui est fondamental, c'est la grossesse. Ce qui va se passer pendant la grossesse va avoir un impact sur l'enfance, la prime enfance, la puberté, la procréation, l'âge mûr et les personnes âgées. Et en plus, ça c'est l'OMS en 2012, mais l'OMS aurait dû nous dire il se passe quelque chose là avant. Parce qu'avant, c'est l'état de santé des parents. On parle très peu des pères, parce qu'on parle des mères, mais un père en mauvaise santé va nous faire des spermatozoïdes qui ne vont pas être de bonne qualité, sur lesquels il y aura des anomalies épigénétiques et qui vont pouvoir être transmises de génération en génération. Donc il faut aussi savoir que c'est ça. Et puis, le deuxième point important, c'est que la prime enfance et l'enfance va pouvoir impacter aussi la puberté, la procréation, l'âge mûr, etc. Donc vous voyez que il faut tenir compte de tout ça pour s'occuper de nos enfants. Et les perturbateurs endocriniens, ils ont des particularités, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison. Hein, comment dirais-je, Paracels aux Aisiens disait c'est la dose qui fait le poison. Hein. Naturellement, quand vous mangez une omelette avec de la manite phalloïde, eh bien vous en prenez une bouchée, vous êtes malade, vous en prenez deux, vous êtes très malade, et vous en prenez votre part et vous mourrez le lendemain. Hein. Donc il y a une proportionnalité. Mais les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez qu'on a des réponses en cloche inversée, et puis en vague comme ça. C'est Van der Berg en 2012 qui a mis ça en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il n'y a pas de proportionnalité, alors que dans les tests toxicologiques, on nous a toujours demandé qu'il y ait une proportionnalité entre la dose et l'effet. Par exemple, je peux vous dire que j'ai participé à de nombreuses publications internationales sur les pesticides, et quand dans les publications, on n'avait pas de proportionnalité, on nous disait, quand je dis on nous disait, c'était en particulier Monsanto, parce qu'on s'est battu contre Monsanto, votre étude elle n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la dose et l'effet. Hein. Donc vous voyez où on en est. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la toxicologie réglementaire n'a pas encore pris conscience de ça, parce qu'on demande 3 doses. Mais si vous prenez que 3 doses, vous pouvez avoir la chance de tomber... hein. Il faut prendre plus de doses que ça
pour réussir à mettre en évidence s'il y a ou s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Ça, c'est les failles de la toxicologie réglementaire. Alors, on fait un détour par la communication cellulaire. Et ça, j'y tiens, hein, parce que vous devez savoir ce que c'est que la communication cellulaire, à quoi ça sert. Mais on va y revenir. Elle permet quoi, la communication cellulaire? Et d'une, elle permet le développement des cellules, l'histogénèse, et puis l'organogénèse. Deux, coordination des activités de l'organisme, hein, phénomène saisonnier, les cycles de reproduction. Vous avez vu le cycle menstruel de la femme avec les différentes hormones. C'est une horlogerie fine extraordinaire. Moi, je suis toujours baba parce que je trouve ça d'une beauté extraordinaire. Les cycles veille-sommeil, etc. Et puis la défense de l'organisme. Et ainsi, l'organisme peut maintenir son homéostasie grâce au système endocrine, hein, avec l'axe hypothalamo-hypophysaire et puis gonadique, système nerveux et système immunitaire. Eh bien, mes amis, les perturbateurs endocriniens sont à la fois des perturbateurs des glandes endocrines, mais aussi des perturbateurs nerveux et aussi des perturbateurs immunitaires. Et je vais vous le montrer. Et donc quoi? Eh bien, une anomalie de la communication, ça peut conduire à quoi? Perturbation de développement, pathologie néonatale, malformation congénitale, maladie hormonale enzymatique, un développement cellulaire anarchique et tumoral. Et c'est quoi un développement anarchique et tumoral? Eh bien, c'est un cancer. Qu'est-ce qui se passe? Dérèglement de l'apoptose, de la mort programmée des cellules, qui, au lieu de s'éteindre, ne s'éteignent pas. Défaut de communication entraînant de nombreux stress et défauts d'organisation. Perturbation de la gestion des ressources avec hypervascularisation autour de ces cellules qui sont anormales et développement tumoral in situ et aussi des métastases. Hein, c'est les avions qu'on envoie sur les Twin Towers, quoi, hein, grosso modo. Voilà. Donc, eh bien, mettez-vous dans l'esprit que les perturbateurs endocriniens, ce sont des perturbateurs de la communication cellulaire. Normalement, on est en train de travailler avec, on va s'y mettre au mois de juin avec Jean-Baptiste Fini du Muséum d'Histoire Naturelle pour faire une publication là-dessus. Ça devrait sortir, si on travaille bien, fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et donc là, je vous ai pris quelques perturbateurs endocriniens les plus connus, les bisphénols A, F. Bon, ce sont à la fois des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs nerveux, des perturbateurs immunitaires. Les phtalates, pareil, les composés perfluorés, pareil, les polybromés, pareil, sauf un là, mais où je n'ai pas trouvé hein, dans les publications internationales, mais c'est vraisemblablement parce que ça n'a jamais été dosé, hein, vraisemblablement. Enfin, je le dis comme ça, mais en tous les cas, vous voyez que je suis honnête parce que je n'instruis pas à charge, hein, j'aurais pu mettre une croix, parce qu'à mon avis, je pense que ça le marche, mais j'ai marqué ce qu'il fallait. Donc les PE, ce sont des perturbateurs de la communication cellulaire. Donc vous pouvez comprendre que ça perturbe tout. Ça ne perturbe pas forcément un axe, mais par exemple, quand on parlait des perturbateurs endocriniens, la pilule par exemple. La pilule, ça bloque l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Eh bien, quand je montre ça pendant les cours au DUM, je leur montre quoi? Avant de leur dire ça, eh bien, je leur mets le plan de métro de Paris. Et je leur montre une station, l'Étoile par exemple. Je leur dis si la station de l'Étoile est fermée, ça affiche un peu le bazar partout sur le métro. Mais si on prend toute une ligne, je peux vous dire que moi qui suis à 120 km de Paris, arrivé à 50 km de Paris, il y a des bouchons ce jour-là. Ben, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Parce que la pilule, ça donne quoi? Ben, ça donne, on le sait, hein, diminution de la libido, phlébite vasculaire, phlébite artérielle, j'en passe des meilleurs, prise de poids, etc., etc. Donc, les troubles de la communication cellulaire, il faut vraiment prendre conscience de ce que c'est. Hein, ça va avoir des résultats qui vont être complètement divers et variés. Et ça donne quoi en fait? Ben parce que c'est tellement divers et varié, c'est qu'on n'y croit pas et que ça favorise le déni. Donc, il faut réfléchir à ça. On nous demande de réfléchir, l'environnement cognitif, ça nous force à réfléchir. Ça va, voilà. Ouais. Et en plus, eh bien, quasiment tous, ils produisent du stress oxydatif dont on a parlé ce matin. Il y a un lien entre les deux présentations. C'est quand même fou. Et pour ça, ben, je vais vous montrer ce qui se passe dans la vraie vie. Un exemple. Regardez. Vous avez là, je vous montre là, il y a, c'est chez les mâles, hein, chez des mâles, mais des souris, hein, là-haut. Ouais. Publication de 2022. Là, vous avez les perturbateurs endocriniens.
hein, alors qu'ils vont... Il y a donc... ça vient de l'eau, de la nourriture, des cosmétiques, du plastique, etc. Qu'est-ce que ça va entraîner côté ligne endocrine, hein, là sur la droite, là, droite tous? Eh bien, il va y avoir un impact sur la fonction endocrinienne, impact sur l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique, et puis modification des gènes, modification épigénétique de l'expression des gènes pour la formation des spermatozoïdes et des hormones, et on va avoir un compte spermatique, le nombre de spermatozoïdes qui vont diminuer ou qui vont être de mauvaise qualité, sans flagelle, etc., etc. Ça va entraîner l'infertilité de ces souris, de ces rats. Et quand on prend l'autre côté du stress oxydatif, eh bien on voit là sur la gauche qu'il y a une augmentation du ROS, c'est espèce réactive à l'oxygène, hein, c'est la traduction en anglais. Hein. Eh bien, on va avoir Reactive Oxygen Species, et puis ça va entraîner le stress oxydatif, qui va entraîner des dommages au niveau de l'ADN, des protéines, des lipides, du sperme, avec modification des cellules germinales avec apoptose, modification des fonctions du sperme, infertilité. Et après, si on regardait plus bas, eh bien, dans la transmission, si jamais ces spermatozoïdes-là arrivent à féconder un ovule, eh bien, ça va se transmettre de génération en génération. Des études ont été faites avec l'impact de 2 pesticides, je ne vous l'ai pas montré là, mais je l'ai en tête puisqu'ici on fait du vin, hein, 2 pesticides viticoles, eh bien, les rats ont 100% de diminution de leurs spermatozoïdes sur 5 générations. D'accord? Voilà. Donc ça, faut bien prendre conscience de ça. Ça va, vous n'êtes pas dépressif encore? Alors, ce qui est fondamental, hein, c'est qu'il faut anticiper et protéger l'avenir de nos enfants avant même la conception. C'est fondamental si on s'y met juste 1 mois avant la conception, ou quand notre patiente arrive en disant j'ai fait mon test il y a 2 mois et demi, maintenant il faut faire déclarer les trucs, on arrive après la charrette, quoi. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, on ne peut plus rien faire parce que les premiers mois de la grossesse sont perdus. Et alors je vous montre ça, hein, parce que c'est le CDC des États-Unis, hein, une belle étude sur les femmes enceintes. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous montre, hein? Ça, c'est la cotinine. La cotinine, c'est un anagramme. C'est la nicotine, voilà. C'est les résidus de nicotine. Alors, est-ce que c'est des femmes qui fumaient ou est-ce que c'est du tabagisme passif? On ne sait pas. En jaune, des polybromés. Voilà. En orange, les pesticides organochlorés. En vert, les hydrocarbures polyaromatiques. Et puis, ici, en noir, les phtalates. Et puis, tout ici, là en haut, eh bien, c'est les métaux de mémoire, comment dirais-je, arsenic, plomb, mercure, cadmium, de mémoire. C'est pour faire plaisir à Pierre, qui est ici. Vous voyez, donc, ça commence comme ça. Et là, une autre étude, 287 xénobiotiques recherchés dans le sang de cordon, 47 xénobiotiques dans chaque femme enceinte testée, et on retrouve les mêmes naturellement dans le lait. Voilà. Donc, prendre soin de nos enfants, c'est compliqué, nos futurs enfants. Alors, la périnatalité. Alors là, vous allez tous pleurer avec moi. L'OMS, en 2012, la périnatalité est la période de vie comprise entre la 22e semaine d'aménorrhée et le 7e jour de naissance. En 2012, on se fout du monde. Comment est-ce qu'on peut appeler ça la périnatalité? Je veux dire, c'est un manque de connaissances scientifiques pitoyable. En 2016, période des 1000 jours, c'est mieux. S'entend de la période préconceptionnelle jusqu'à la première année de l'enfant. Et vous avez vu que le professeur Storm, il n'a pas dit ça. Il a dit depuis la fécondation jusqu'à 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Hein, donc vous voyez qu'on n'est déjà pas au point. Et en fait, en santé environnementale, la périnatalité, c'est la période comprise entre le moment où un couple décide une grossesse et l'âge de 4 à 5 ans de l'enfant. Et l'idéal, ce serait même encore bien plus, on pourrait dire, depuis la puberté. Parce qu'on les accumule, nos perturbateurs endocriniens. Pourquoi est-ce qu'on les accumule?
parce qu'ils sont quasiment tous lipophiles. Et où est-ce qu'ils se stockent? Dans nos graisses. Et il suffit de maigrir pour les relarguer. Voilà. Et c'est pour ça, en particulier, que je vous invite, quand vous faites maigrir des patients, pas plus de 2 kilos par mois, parce que sinon, c'est un relargage colossal. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et surtout, se méfier, comme du lait sur le feu, d'une femme enceinte qui perd des kilos de façon importante. Parce que là, elle relargue, etc. Et celle-là, vous avez intérêt à la suivre comme le lait sur le feu pendant toute la grossesse et même après, parce qu'elle est capable de vous déclencher quelque chose. Alors, les consultations préconceptionnelles. Avant, il y avait des consultations prénuptiales qui n'existent plus, hein, mais toutes les femmes et tous les couples devraient bénéficier de ça. Hein, afin de les protéger, de faire en sorte d'avoir une grossesse qui se passe bien et puis surtout d'avoir un enfant en pleine forme à la naissance. Eh bien, la période concernée donc, n'est pas facilement cernable. Hein. Le premier congrès européen de Preconception Care à Bruxelles en 2010 a conseillé une consultation par un médecin généraliste, un gynécologue, obstétricien ou une gynécologue ou une sage-femme de façon systématique, hein, et devrait être proposée lors d'un arrêt de contraception, d'un projet de grossesse, et encore mieux, dans le cadre du suivi gynécologique régulier, en particulier lors du renouvellement de la contraception. Eh bien, vous voyez, 2010, et il n'y a rien qui avance, hein, et rien n'est fait. Donc là, on rate le coche une fois de plus. Alors, je vais vous parler des PE et des troubles métaboliques, hein, des cosmétiques et des pesticides. J'ai pris 3 exemples, hein, sinon je vous garde toute la journée. Troubles métaboliques. Origine toxique développementale des troubles métaboliques chez l'enfant et l'adulte. Eh bien, vous voyez ce beau petit ventre là, ce beau petit ventre, il est exposé au PE par l'environnement et la nutrition, ou par l'environnement avant même d'être enceinte. Et donc, il va y avoir une exposition in utero avec des modifications épigénétiques en même temps, chez les petits bouts de chou que vous voyez là, le petit bout de chou, et voilà ce que ça donne, un beau petit bout de chou qui suce son pouce, mais enfin, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Ça va entraîner des troubles chez le jeune adulte, troubles métaboliques, obésité précoce, et ça va être aggravé par les expositions aux PE environnementaux et à la nutrition pendant son développement extra-utérin, voilà, et ça va aggraver les pathologies chez le jeune adulte. Et in fine, voilà à quoi on va arriver. Alors là, je ne sais pas ce que c'est que ça, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je sais que ça a des effets. Et donc, vous avez quoi? Vous avez un adolescent obèse devant sa télé, sur son canapé, mais c'est un drame. Pourquoi? Parce que ça va aggraver ou, comment dirais-je, accélérer les pathologies sous-jacentes. Par exemple, les susceptibilités génétiques dont nous a parlé notre consoeur ce matin, et les pathologies chez l'adolescent, chez l'adulte, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. La scène est mise en place, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc la malbouffe, c'est la double peine. Non seulement on mange trop salé, trop sucré et trucs, on ne fait pas de sport, mais en plus, il y a les perturbateurs métaboliques qui en rajoutent une deuxième couche. D'accord ? Voilà, donc arrêtons de culpabiliser les enfants en surpoids ou les obèses, leur dire qu'il se passe quelque chose, qu'il faut se prendre en main, leur expliquer comment ça se passe, et quand on leur explique dans le calme, sans les stigmatiser, ça va beaucoup mieux. Hein. Donc c'est pareil, il y a une femme qui a 38 ans qui veut un enfant qui ne peut pas en avoir, il ne faut pas non plus, il faut la prendre dans le bon sens, lui expliquer ce qui peut se passer, et puis surtout lui expliquer aussi ce qui peut se passer si elle décide de faire des PMA. Hein. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais je vous assure qu'il va falloir que vous vous occupiez très, très vivement de cette problématique-là, parce qu'on va voir des choses sortir sur les PMA qui ne vont pas nous faire plaisir. Ça va ? Vous vous souvenez de ma petite souris avec le tributyletin, c'est la continuité, j'aurais pu vous en montrer X comme ça. Voilà. Et bien maintenant, on va passer aux cosmétiques. Alors déjà, directo, une femme enceinte, aucun cosmétique. Clair, net, précis. Pas de rouge à longres, pas de parfum, pas de teinture, etc. Éventuellement, on verra à la toute fin de ma présentation quelques cosmétiques qui sont plus protégés
parce que plus suivi, mais voilà. Donc, aucun cosmétique. 9 mois, c'est pas grave. Et puis une femme sans parfum et sans, comment dirais-je, sans rouge à lèvres, etc., ben, c'est encore plus beau parce que la nature nous fait encore plus beau que ce qu'on veut rajouter. Et je vous rappellerai simplement que pour les cosmétiques, depuis la nuit des temps, les humains se mettent des cosmétiques. Hein, depuis l'Égypte ancienne, etc., etc. Seul problème, c'est qu'ils prenaient ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils utilisaient beaucoup le mercure, hein, l'arsenic, le plomb, hein, avec des effets dramatiques. Et ça, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Début du XXe, on utilisait encore ça. Et, comment dirais-je, dans les teintures de cheveux dites naturelles, là, l'aîné, etc., je ne vous l'ai pas présenté là, mais il y a de très belles publications qui montrent que 80% des aînés sont des aînés qui contiennent des perturbateurs endocriniens et des métaux lourds. Hein. Ça vous rassure. Donc, il faut être très vigilant. On avance. Voilà. Alors, c'est quoi? Ça, c'est la classification des cosmétiques par la FDA. Eh bien, alors, en fonction de la fonction, eh bien, protectives, les correctives, les décoratives, les hygiéniques, les thérapeutiques. Voilà. Alors, thérapeutiques, moi, j'ai toujours l'habitude de les mettre à part du reste. Pourquoi? Parce que quand on prescrit quelque chose, c'est qu'on a une pathologie à soigner et que nous évaluons le bénéfice-risque. Et si on pense que le bénéfice est supérieur au risque, eh bien, on le prescrit. Je vous rappellerai quand même qu'on prescrit des traitements contre le cancer qui sont des CMR. On sait très bien qu'on peut faire mourir et on le fait quand même parce qu'on évalue le bénéfice-risque. Si on peut donner 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans de survie malgré ces molécules. 1 minute, ça va être trop court, mais on avance quand même. Alors, les parabènes. Les parabènes, eh bien, regardez ce que ça donne. Les parabènes, il y en a dans tous les cosmétiques. Hein. Ce sont des perturbateurs endocriniens, hormones de disruption, génotoxiques, troubles de la prolifération, métastase, et puis cancérigènes, etc. Mais ce n'est pas le pire. Là, je vous ai mis, qu'est-ce que je vous ai mis comme molécule? Là, c'est les phtalates, hein, les diéthylphtalates et les phtalates, voilà. Eh bien, les sources, vous les voyez, hein, y a qu'à lire. Hein. Ça se trouve pour les fragrances, ça c'est pour les ongles, les lingettes, voilà, les poudres pour la cère, les air rafraîchissantes, là, voilà, les lotions, bref, avec ce que ça entraîne. Hein, voilà. Bon. Et puis on continue quelques molécules. Les formaldéhydes et les paraformaldéhydes, eh bien, c'est exactement la même chose, même histoire. Regardez. Je ne vais pas vous le relire parce que vous lisez vraisemblablement aussi vite que moi. Et puis on bouscule. On bouscule. Voilà. Et puis le 1,4-dioxane qu'on trouve à peu près dans la majorité des cosmétiques, eh bien, c'est le même problème. Voilà. Et puis encore ici, eh bien, les cosmétiques en général, eh bien, vous voyez, vous lisez, hein, phénomène, comment dirais-je, apoptose du fait du stress oxydatif, ça entraîne des problèmes sur la mémoire, sur la chute de cheveux, voilà, au point de vue respiratoire. Oui, c'est pour moi, j'arrive. Exactement. Bon, et ça s'appelle le chlorure de benzalconium dont parlait Pierre tout à l'heure. Et puis, on va presque finir là. Avec les imidazolurées, voilà, voie d'exposition, vous voyez, hein, voilà. Et puis voilà tout ce que ça donne, les métaux lourds. Hein, et puis, tu vois, Pierre, il y a le cadmium ici, ça fait longtemps que c'était connu. Maintenant, il est mis en exergue et c'est très bien. Mais voilà ce que ça donne. Donc, dernier point. Voilà. Non, ça, je passe parce que c'est juste pour qu'on... Voilà, je passe parce que je vous aime bien. Et voilà les labels qui sont les plus protecteurs. Donc, il y a le label Natru, ou Natru, voilà. Label EcoCert, label Cosmétique Bio, Charte Cosmé Bio. Il y en a un autre encore, voilà. Label Nature et Progrès. Et puis label BDIH. Alors, j'ai marqué liste non exhaustive. Il y en a vraisemblablement d'autres, mais au moins ceux-là, vous pouvez être sûr que c'est déjà le moins mauvais. Hein.
Voilà, donc on est là. Alors, ah bah si, les pesticides, ah bah oui, je vous montre ça, des pesticides. 2 secondes, hein. Étude faite à l'île de la Réunion, là, il y a quelques années, en 2018, on a montré que dans les cheveux de 5 médecins de l'île de la Réunion, de l'URML, eh bien, on a trouvé des organocolorés, des organophosphorés, etc., etc. Voilà, pour les pesticides. Même chose faite à l'URML PACA 2 ans après. Voilà. Présomption de cancer de l'INSERM pour les pesticides. Hein. Cancer, forte présomption pour l'enfant, les cancers de l'enfant. Présomption forte pour les troubles du développement neuropsychique. Voilà. Malathion glyphosate, présomption forte aussi pour les altérations des capacités motrices, cognitives et fonctions supérieures. Bref, vous avez compris. Je passe parce que sinon vous allez tomber en déprime. Hein. Voilà, il y en a, ben vous verrez ça. Alors celle-là, je ne la passe pas parce que c'est magnifique. Publication de Guillette là, en 98. Approche anthropologique de l'évaluation des enfants d'âge préscolaire exposés aux pesticides au Mexique. Au Mexique, vous savez, il y a des montagnes et puis il y a des vallées. Eh bien, les pesticides sont épandus avec des hélicoptères dans les vallées et dans les montagnes, eh ben, on ne peut pas le faire. Hein. Eh bien, regardez, Guillette et son équipe, ils se sont dit, ben, on va simplement faire dessiner les enfants. Regardez le résultat. Dans la montagne, petite fille de 4 ans et demi. Dans la vallée, petite fille, voilà, 5 et 6 ans, montagne, vallée. Il n'y a pas besoin de faire des prélèvements, hein. Des fois, il suffit de réfléchir et un beau dessin. Un bon dessin, hein, comme dirait Napoléon. Celle-là est très belle, hein, mais c'est triste. Réflexion, merci. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille, Hannah Arendt. Et la modernité n'est certainement pas étrangère aux mots dont beaucoup croient encore aujourd'hui. Quel est le remède? C'est Cassano dans La pensée méridienne. Voilà. Recommandations pour les femmes enceintes. Allez, on passe vite, vous allez lire plus vite que moi. Hein. Voilà. Hop, hop. Gardez-en pour les questions, monsieur Spirou. Voilà, mais si, voilà. Vous les avez, vous pouvez les prendre en photo, vous les aurez. Vous les aurez sur le site. Voilà. Et il faut penser à la CEF, hein, tous les petits guides de la CEF que présente Pierre. Voilà, j'avais mis la maison, tu vois, hein, j'avais pensé à ça. Et puis, je vous invite à faire le DUM, hein, diplôme universitaire de médecine environnementale. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais le rendre possible. Saint-Exupéry. Quelques difficultés liées à découvrir de nouvelles vérités en étudiant la nature, il s'en trouve de plus grandes encore à les faire reconnaître. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Je vous remercie. Merci, monsieur Spirou. C'est un marathon, hein. Oui, mais vous le tenez parfaitement. Voilà. Donc, belle au naturel. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne doit pas y avoir de questions, si, il y a des questions. Ça vous a interpellé ou pas? Ou vous êtes déjà tous suicidaires? Oui, juste une... J'aurais voulu savoir, voilà, je remarque de plus en plus d'ados qui se maquillent, qui utilisent des cosmétiques, et des syndromes de fatigue chronique qui apparaissent de plus en plus. Est-ce qu'il peut y avoir une explication? C'est une chose que je ne voyais pas avant, et maintenant je trouve que de plus en plus, et je n'ai pas d'explication dans tous les bilans que je fais. C'est très possible, parce que c'est très possible, mais je n'ai pas de publication en tête à te donner, mais c'est très possible. Pourquoi? Parce que les perturbateurs endocriniens, ce sont aussi des perturbateurs nerveux. Donc, voilà, ça peut agir à ce niveau-là, mais là, je n'ai pas de publication. J'essaierai de te trouver des publications si ça existe. Je ferai une recherche, mais je n'ai pas de publication. Mais comme ça atteint le système nerveux, bien sûr, la dépression, etc., bien sûr, c'est vraisemblable. Mais il y a un problème aussi parce qu'il y a une oestrogénisation des mâles. Là, je pourrais vous montrer ça si j'avais le temps. Chez les animaux sauvages, hein, on a une oestrogénisation des mâles, les femelles qui couchent ensemble, les mâles, bref. Et donc, cette oestrogénisation peut favoriser aussi ce trouble de comportement.